Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une brève introduction au networking, au réseau dans Azure Stack HCI. Alors, Azure Stack HCI, c'est une nouvelle offre hyper convergée, Hyper Converged Infrastructure, qui est basée basiquement sur un cluster de machines Windows, mais avec un OS qui est packagé par les équipes d'Azure. Et donc, on va être sur un cluster, donc avec plusieurs cartes réseau. Et derrière, la partie réseau est à connaître quand on veut mettre en place ce type de solution. Alors tout d'abord, quand on va parler de réseau, il y a un peu de terminologie qu'il va falloir connaître au niveau des cartes réseau. Donc la première, c'est distinguer les cartes physiques des cartes virtuelles. Donc quand on parlera de PNIC, ce sera les Physical Network Interface Card sur la machine host. Les VNIC, elles, sont les cartes virtuelles qui seront utilisées au niveau de l'hyperviseur. Donc ce sera les cartes réseau virtuelles, Virtual Network Interface Card. Donc ça, ce sera celle utilisée au niveau du host Hyper-V. Je rappelle que le host Hyper-V est lui-même en fait au-dessus de l'hyperviseur et donc est une machine en tant que telle. Les VMNIC, donc ce seront les cartes réseau attachées aux machines virtuelles qui vont tourner sur le cluster Azure Stack HCI. Et les TNIC, c'est les cartes réseau qui sont en teaming derrière. On n'en parlera pas vraiment ici, mais c'est bon de connaître la terminologie. Ensuite, il faut voir qu'au niveau trafic réseau, dans Azure Stack HCI, on va avoir en gros 3 grands types de trafic réseau. Le premier, c'est le trafic de type compute, c'est-à-dire en gros le trafic qui va être à destination ou être à l'origine d'une machine virtuelle. Donc les machines virtuelles vont tourner sur les hyperviseurs Hyper-V de chacun des nœuds du cluster Azure Stack HCI. Et donc ces machines vont bien entendu émettre des trafics réseau et en recevoir. Et donc on appellera ça le trafic compute. Le trafic storage, lui, va être directement lié en fait au Storage Space Direct, c'est-à-dire l'utilisation entre autres surtout du trafic SMB, donc Server Message Block. Et donc effectivement le protocole SMB, il est utilisé donc effectivement pour la partie gestion du stockage avec le Storage Space Direct, donc le S2D. Donc ça, c'est en fait la couche qui permet dans un cluster Azure Stack HCI, d'avoir une sorte de virtual SAN, c'est-à-dire de réutiliser le stockage local de chacun des nœuds du cluster et de les agréger comme un stockage entre guillemets distribué sur l'ensemble du cluster. Donc la techno effectivement provient de Windows Server, elle est juste tunée, packagée par les équipes d'Azure Stack HCI. Et donc derrière, effectivement, le Storage Space Direct n'est pas lié qu'à Azure Stack HCI, mais ici, pour le coup, c'est ce dont on va parler. On retrouve le Storage Space Direct dans Windows Server 2022 jusqu'à 2016. C'est avec 2016 qu'est arrivée cette technologie-là. Donc derrière le Storage Space Direct, en fait, il y a un bus de communication, donc l'ensemble, la glue qui permet en fait d'avoir cette espèce de stockage réseau distribué. Elle s'appuie effectivement sur les communications SMB, et donc il y a un bus spécifique qui s'appelle le Storage Bus Layer, le SBL, qu'on peut retrouver visualisé ici. Donc là, on a une architecture, alors qui est découplé pour l'explication, mais qui est du coup est sur les mêmes machines dans le cadre d'Azure Stack HCI, où on a l'Hyper-V avec les machines virtuelles dessus, donc les nœuds du cluster Hyper-V, donc là, chacun des nœuds Azure Stack HCI, et puis chaque nœud en fait va accéder à des stockages de type SMB3 et va y accéder sur du cluster avec derrière effectivement le Storage Space Direct. Le bus de communication, c'est ce qui permet effectivement de faire communiquer l'ensemble ou d'agréger l'ensemble des disques locaux au travers du Storage Space Direct. Donc voilà, c'est ce fameux bus dont je parle ici. Et donc cette communication est-ouest entre les nœuds qui servent de serveur de fichiers et à la fois dans le cadre d'une infra hyper convergée d'hyperviseur, effectivement, toute cette communication-là va passer par le protocole SMB. Le protocole SMB, on l'utilise également dans Azure Stack HCI pour la partie Live Migration. Vous savez qu'on peut déplacer les machines virtuelles d'un node de virtualisation vers un autre hôte de virtualisation. Et pour le coup, on va utiliser ici le
le protocole SMB pour faire déplacer effectivement les données. Donc le live migration, en fait, il peut prendre à la fois le déplacement entre guillemets des disques durs, mais également tout le déplacement de la partie mémoire quand on va répliquer le tout d'une machine à l'autre. Et puis pour le SMB, au niveau du stockage Azure Stack HCI, eh bien, le SMB est également utilisé pour la technologie qu'on appelle le CSV, le Cluster Shared Volume, qui va permettre en fait d'exposer les volumes du cluster sur plusieurs nœuds en même temps, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est le trafic lié au stockage. Donc vous voyez trois usages ici dans le cadre d'Azure Stack HCI, trois usages qui sont du coup massivement utilisés. Et puis il nous reste un dernier type de trafic dans Azure Stack HCI qui est le trafic de gestion, le management, qui est plutôt du coup utilisé par les administrateurs pour se connecter au nœud ou au cluster au sens large. Et là, du coup, des trafics tout à fait classiques qu'on connaît quand on est dans le monde Windows, à savoir effectivement faire du bureau à distance avec le protocole RDP, utiliser la console Admin Center pour aller paramétrer des éléments du cluster, faire les communications Active Directory, parce que je le rappelle, hein, un cluster Azure Stack HCI est avant tout, c'est un cluster Windows, donc il est membre d'un domaine, ça fait partie des prérequis d'un domaine Windows Active Directory, et puis on peut également faire du remote PowerShell, et puis d'ailleurs probablement d'autres flux d'administration en fonction des solutions que vous utilisez, mais globalement, ça permet bien de voir les trois grands trafics qu'on va avoir dans ce cluster, compute, storage et management, et on verra après, ça va avoir une importance pour la suite de la partie réseau. Donc, derrière ces types de stockage, derrière ces 4 réseaux, on a également, parce qu'on est sur de l'Hyper-V, on a des switches virtuels, et on va avoir bien entendu des switches réseau qui seront associés derrière. Alors, globalement, sur les switches réseau dans Azure Stack, il y a des recommandations faites par Microsoft, donc là on est plutôt sur la partie matérielle, qui est de dire que tous les nœuds d'un cluster qui sont sur un site géographiquement ensemble doivent être en fait dans le même rack et connectés au même Tor switch, donc le top of rack switch. Ça c'est une recommandation qu'on fait, donc si vous avez un cluster dans un endroit, mettez-le effectivement dans le même rack, l'ensemble des nœuds de ce cluster, et connectez derrière sur les mêmes switches qui sont dans votre rack. Donc ensuite, il va falloir distinguer deux types de trafic. Donc les deux types de trafic sont les trafics nord-sud. Donc trafic nord-sud, on est en gros sur les trafics qui vont sortir, on va dire, des nœuds du rack à destination de l'épine dorsale ou du backbone du data center. Et puis on a également donc les trafics qui vont être entrants, qui seront les trafics qui vont venir en gros du data center à destination des Tor switch. Derrière, on recommande l'usage de switch Ethernet pour la connectivité au réseau physique du data center. Et donc là, on est vraiment dans l'approche du trafic nord-sud. Je ne sais pas si j'ai un schéma. Voilà. Donc là, c'est le résumé de ce que je vous ai dit. Ce sont les caractéristiques des trafics nord-sud d'Azure Stack HCI. Et donc effectivement, ça correspond à ce que je viens de dire. Le point important, le trafic va sortir sur du rack physique par en fait de l'IP en layer 3. Rien de vraiment extraordinaire derrière. Ensuite, on a les trafics est-ouest. Les trafics est-ouest, donc ce sont des trafics qui vont rester dans le périmètre des Tor switch. Et donc là, on va pouvoir effectivement, la frontière sera du layer 2, donc on parlera ici de choses assez classiques de VLAN. Et effectivement, les trafics est-ouest qu'on va avoir dans un cluster Azure Stack HCI seront principalement des trafics liés aux communications de live migration, donc de déplacement de VM d'un node de virtualisation d'un nœud du cluster vers un autre nœud du cluster Azure Stack HCI. Et puis également, dans le trafic est-ouest, probablement le plus utilisé, ce sera le trafic lié au stockage. Je rappelle que le Storage Space Direct va nécessiter des communications en permanence entre les nœuds du cluster, car en fait ils agrègent l'ensemble du stockage physique qui sont sur les différents nœuds du cluster. Donc ça c'était la partie switch pour Azure Stack HCI. Ensuite, au niveau des cartes réseaux, ça va avoir une importance, les cartes réseaux dans les clusters Azure Stack HCI. Donc ces cartes réseaux doivent être compatibles, ça fait partie des prérequis,
avec les certifications Windows pour la partie data center. Donc je rappelle effectivement que quand on travaille dans des environnements, on va dire de production, pas pour des environnements pour tester, mais on va prendre du matériel qui lui est certifié. Et donc il faut aller voir, alors le nom change régulièrement, mais c'est le Windows Server Catalog qui va contenir effectivement les OS, enfin les OS, oui, c'est ça, les OS et les hardware qui sont associés derrière, qui sont certifiés. Donc si on prend par exemple un Windows Server 2022, on va voir ici l'ensemble des composants. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, ce sera du networking. Et dans le networking ici, il va falloir avoir des cartes qui sont compatibles et qui sont certifiées sur les dernières versions de Windows, à savoir on va dire 2019-2022, parce que c'est sur ces bases-là que vont s'appuyer sur Stack HCI. Du coup, derrière, pour chacune des cartes que vous allez avoir dans vos machines qui vont constituer le cluster Azure Stack HCI, vous aurez deux options, entre guillemets, en fonction des cartes qui sont disponibles dans votre matériel. Soit ces cartes vont avoir une certification dite standard, soit elles ont une certification dite Premium Additional Qualification. Donc ça, c'est intéressant, c'est que on va voir que dans certaines options tout à l'heure, capabilities, donc des capacités des cartes réseau, certaines effectivement ont cette notion de Software Defined Data Center Premium, et donc certaines options ne sont disponibles que si les cartes réseau derrière elles-mêmes sont certifiées avec ce logo-là. Alors comment on fait pour le vérifier? C'est assez simple, là encore on retourne sur le catalogue dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va dans son Windows Server, on va chercher ici la partie networking, et puis on cherche une carte réseau, on va prendre par exemple ici une Mellanox, elle est tout à fait classique. Donc la Mellanox ici, quand effectivement on voit qu'elle est compatible avec les versions suivantes de Windows, donc là vous avez les différentes déclinaisons, et puis ici vous avez pas mal de capabilities, de capacités que peuvent avoir ces fameuses cartes réseau. Et donc quand vous voyez ici effectivement vous avez le Software Defined Data Center Premium, on l'a également ici, c'est la même carte, c'est juste deux versions de drivers différentes, et bien du coup on pourra utiliser cette carte pour faire certaines fonctionnalités, certaines compétences, on va le voir juste après. Donc c'est important à vérifier ça. Donc si vous avez un serveur avec, je sais pas, 6 interfaces réseau, vérifiez en fonction des marques et des fabricants si les interfaces sont certifiées premium ou standard. Ça peut avoir un impact après pour le choix de l'usage de ces cartes pour tel ou tel scénario. Donc ça c'était la partie vraiment matériel physique qui sont sur l'ensemble de chacun des nœuds du cluster Azure Stack HCI. Et ensuite, effectivement, de cela va dépendre les capabilities, les choses qu'on va pouvoir faire avec ces interfaces réseau. Donc il y a plusieurs éléments qui vont nous intéresser dans un cluster hyper convergé de type Azure Stack HCI. Il va y avoir la partie, le support du Dynamic Virtual Machine Multi-Queue, donc les VMMQ. Alors, je rappelle que les VMMQ, elles ont été conçues principalement pour pouvoir en gros optimiser la charge liée au trafic des cartes réseau et de dispatcher finalement cette charge en termes de CPU au mieux sur l'ensemble des cœurs qu'on peut avoir disponibles dans un serveur. Donc la fonctionnalité ou la capacité dynamique VMMQ, elle va être applicable en fait principalement, elle est principalement intéressante pour le trafic de type compute, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, le trafic à destination ou depuis des machines virtuelles qui tournent sur Azure Stack HCI. Fondamentalement, le VMMQ, en fait, il va apporter trois améliorations principales. Le premier, effectivement, c'est d'optimiser l'efficacité ou l'optimisation de l'usage des ressources en termes de CPU sur le hôte de virtualisation. Il va y avoir un tuning automatique du trafic réseau et donc le processing en fait parallélisé sur un ensemble de corps sur la machine. Et puis ça permet effectivement des bursty workloads, donc des workloads qui vont faire des demandes avec des pics, de recevoir le bon niveau de trafic. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir activer et utiliser Dynamic VMMQ sur votre cluster Azure Stack HCI, il vous faut des cartes réseau physiques sur les nœuds qui sont de type premium, on vient juste de le voir à l'instant. Ensuite, partie RDMA. Alors le RDMA est super important dans Azure Stack HCI. Donc le RDMA, c'est vraiment l'offloading.
l'offloading de certains traitements directement au niveau de la carte réseau. Donc là, en l'occurrence, ici, l'idée, c'est de bypasser, en fait, pour le trafic ici SMB, le système d'exploitation pour le processing. Donc vraiment de faire des envois de buffer à buffer et de ne pas retraiter, entre guillemets, le paquet SMB en le faisant passer par les différentes stacks au niveau du système d'exploitation. Donc en gros, de décapsuler l'enveloppe SMB, paquet niveau 3, niveau 4, etc. Donc là, l'intérêt des cartes RDMA, c'est effectivement de proposer du coup une large bande passante et une faible latence, ce qui est super intéressant ici parce que je le rappelle, que le trafic SMB, il est massivement utilisé, il est utilisé principalement pour les communications Est-Ouest au niveau du storage space direct, et donc il faut quelque chose en gros qui patate. Donc on va faire de l'offloading derrière, on va du coup bypasser toute la partie processing par l'OS du trafic SMB. Là ce sera traité par du hardware sur la carte réseau, et donc là effectivement c'est principalement utilisé pour effectivement les flux de type host storage. Et donc là-dessus, c'est le choix qu'on recommande pour des workloads qui sont sur Azure Stack HCI. Pour la gestion du stockage sur Azure Stack HCI. Donc en gros, un cluster Azure Stack HCI, il n'y aura pas de RDMA. C'est un peu une hérésie en termes de performance. Donc au-delà du simple test où on n'a pas besoin forcément de RDMA, dès qu'on va rentrer sur de la production, on devrait avoir des cartes avec le support de RDMA. Là, la certification required, elle n'a pas besoin d'être premium dans cet exemple-là, parce qu'en fait, ça va être traité par la carte en tant que telle, et il n'y a pas beaucoup plus de choses. Sur les protocoles supportés, en termes de carte RDMA, alors il y a plusieurs protocoles qui existent. Il y a iWarp qu'on supporte. On supporte également le RDMA sur de l'Ethernet convergé, donc le ROCE. On ne supporte pas le RDMA sur InfiniBand dans Azure Stack HCI, ça c'est un point important. Et puis si on veut savoir la liste des constructeurs qui supportent des cartes réseau RDMA pour Azure Stack HCI, eh bien on a un magnifique tableau qui nous résume tout ça. Petit rappel encore, InfiniBand n'est pas supporté dans Azure Stack HCI. Donc pour le reste, les vendeurs sont ici. Je vais rezoomer. Donc voilà, Broadcom, Chelsea, Intel, Marvell, Nvidia. Nvidia qui a acheté Mellanox. Et là, vous avez différentes options, ce qui est possible ou pas. Voilà. Globalement, c'est les vendeurs les plus classiques au niveau RDMA. Rien de vraiment extraordinaire derrière. Ensuite, donc ça, c'était les capabilities. On a vu les dynamiques VMMQ, le RDMA. On a également le guest RDMA. Alors le guest RDMA, en fait, c'est l'utilisation en fait des cartes RDMA, mais au niveau en fait des VM. Et donc l'idée là encore, c'est de faire de l'offloading pour des VM en fait qui utiliseraient massivement des flux SMB. Donc c'est plutôt assez intéressant. Donc c'est en gros les mêmes bénéfices que ceux que je viens de raconter sur la partie host, sauf que là ça va s'appliquer effectivement sur les stockages au niveau des guests. Là par contre ça va vous nécessiter d'avoir des cartes qui ont cette fameuse certification premium. Et puis dernière chose intéressante à connaître en termes de capabilities, c'est la notion de set, donc le switch embedded team. Vous savez que dans Hyper-V, un switch virtuel en fait est associé derrière à une carte réseau, physique bien entendu. Historiquement, dans Hyper-V, on supportait aussi d'avoir du teaming de cartes physiques gérées en général par le constructeur, et sur la team, après derrière on associe un virtual switch. Donc ici, on ne va pas être lié à quelque chose de matériel, on est vraiment sur une techno purement software qui existe en fait depuis Windows Server 2016 et qui n'est pas dépendante entre guillemets d'un certain type de réseau, de carte réseau. Donc ça peut marcher à peu près avec toutes les cartes réseau. Point important, c'est que c'est la seule techno aujourd'hui qui est donc le SET, le Switch Embedded Team, c'est la seule techno de teaming qui est supportée dans Azure Stack HCI. Ça veut dire que si vous utilisez le teaming software de Windows qui s'appelle LBFO, Load Balancing Failover, qui permet de prendre différentes cartes réseau et de les agréger et de les visualiser comme une seule carte réseau du point de vue software, vous ne pouvez pas utiliser cette carte réseau teamée en software pour vous appuyer dessus pour faire un switch Hyper-V dans Azure Stack HCI, ça c'est pas supporté.
Donc si on veut avoir un switch virtuel redondé, entre guillemets, il faudra passer par le set derrière. Et donc ça va vous permettre, donc le set, de faire du teaming de carte RDMA, d'avoir le guest RDMA et le dynamic dont on a parlé juste avant. Donc pour le coup, le set, on va massivement l'utiliser normalement, et c'est applicable du coup pour tous les types de trafic, que ce soit les trafics de type compute, storage ou management. Et là par contre, un point important, c'est que ça nécessite l'usage de cartes réseau dites symétriques identiques, pour être plus précis, hein, donc exactement les mêmes au sein d'une team. Voilà. Alors, petit point important à connaître également, un cluster Azure Stack HCI a des besoins en termes de connectivité. Connectivité au sens connectivité, on va dire vers l'Internet, simplement parce qu'il doit se connecter de manière régulière à Azure. Je rappelle qu'Azure Stack HCI porte bien son nom, c'est une solution hybride sur lequel effectivement on n'achète pas le logiciel mais on le loue. Et donc Microsoft ou Azure le facture à hauteur de 10 $ par corps et par mois, là encore au prorata de l'usage. Donc il faut remonter régulièrement une certaine télémétrie derrière, donc on a besoin de ça, et il n'y a pas le choix. Donc la connectivité qui est demandée derrière, c'est d'avoir un accès sortant du cluster sur le port 443, c'est de l'HTTPS en extraordinaire, sur un certain nombre d'adresses IP qui sont connues d'Azure. Là encore, vous avez le détail des articles qui vont vous expliquer tout ça, mais il faut basiquement voir que votre hôte Azure Stack HCI doit, donc il a son propre firewall intégré, bien entendu. Après, vous aurez probablement vos firewalls ou vos proxys de sortie, et ensuite il faut qu'il puisse sortir sur un certain nombre d'adresses IP. Et c'est bien entendu que des flux sortants. Donc vous voyez que ça va contacter différentes choses derrière en termes d'infrastructure. Tout cela est parfaitement bien documenté dans l'article que je vous ai montré. Et donc on a la liste entre guillemets des URL et des adresses où il faut aller. Il a besoin également d'accéder à Internet pour la partie update, pour la partie mise à jour. Pour la partie Windows Admin Center, là encore, si on a un Admin Center qui tourne sur le cluster, il va falloir pouvoir avoir la connectivité derrière. Et puis, la plupart du temps, en entreprise, on va être derrière des proxys, donc des serveurs mandataires. Eh bien, on peut également paramétrer un cluster Azure Stack HCI pour passer au travers d'un proxy. Rien d'extraordinaire derrière. On va utiliser la commande setwinet proxy et ensuite les informations pour se connecter à son proxy. Maintenant, on va rentrer dans les parties rigolotes, qui sont en gros les spécificités de software defined qu'on peut avoir dans Azure Stack HCI et qui vont aider au bon fonctionnement de tout ça. Donc on va parler dans un premier temps de Data Center Bridging. Donc Data Center Bridging, ça va être utilisé si on a des cartes RDMA. Donc ça tombe bien parce que c'est ce qui est fortement encouragé pour des raisons de performance. Et donc là, le Data Center Bridging va nous servir pour les cartes RDMA qui seront utilisées pour la partie stockage. Donc on parlera ici, et le Data Center Bridging servira principalement pour les cartes RDMA qui sont en over Converge Ethernet, parce que vous le savez, quand on utilise du RDMA sur du ROCE, eh bien on utilise pour les communications de l'UDP comme des tunnels. Le problème de l'UDP, c'est qu'on n'a pas d'acknowledge en fait des paquets qui arrivent derrière. Et donc potentiellement, si on a une congestion à un moment, on peut perdre des paquets liés à la congestion. Donc l'idée en fait de Data Center Bridging, c'est de rendre néanmoins, malgré l'usage du UDP, le ROCE loseless, donc de ne pas perdre de paquets derrière. Et donc c'est un peu l'idée de cette fonctionnalité-là. Donc cette fonctionnalité-là, le Data Center Bridging, elle va fonctionner si alors, il va falloir activer des choses au niveau de vos cartes réseau et au niveau également des switches qui seront utilisés par ces cartes réseau. Donc il y a deux choses qui vont être à activer, et ça c'est important. Donc c'est PFC pour Priority Based Flow Control et ETS pour Enhanced Transmission Selection. Donc là j'ai trouvé un blog qui expliquait bien, entre guillemets, ou qui faisait une bonne image de tout ça. On va le voir de suite. Donc partie PFC, donc Priority Flow Control. Donc l'idée c'est de se dire c'est que quand une carte va recevoir des informations, elle a des buffers pour recevoir tout ça. Mais il est possible à un moment que le buffer sature. Et si le buffer est complètement saturé,
eh bien, le PFS va mettre en fait en pause l'ensemble de la réception des flux pour éviter qu'on perde effectivement des choses. Donc c'est vraiment cette chose qui va être utilisée. Et donc on va avoir entre guillemets un flux de contrôle derrière et éviter en fait de se faire de perdre des choses derrière. Voilà. Donc c'est l'idée derrière. Donc le buffer n'y pourra pas aller plus loin et pourra mettre en pause les communications. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est l'Enhanced Transmission Selection qui est basiquement en gros, hop, on va zoomer ici, voilà, qui va permettre en gros de faire de la QoS et de dire ok, pour les flux sortants, les flux egress, on va définir derrière un minimum entre guillemets une qualité de service en disant 60% du flux sera à destination du stockage ou alors de la communication cluster ou autre. Voilà. Donc ce sont la combinaison des deux choses en fait au niveau de DCB qui vont permettre en fait de faire en sorte que le RDMA pour le stockage en fait fonctionne bien. Et donc c'est important de l'activer du côté des OS, enfin d'interface réseau et du côté également des switches. Et donc tout cela va permettre du coup de distinguer les trafics en utilisant des COS, donc des classes de service. Et donc dans les classes de service, effectivement, on va avoir, donc il y a des considérations, enfin donc il y a la documentation qui explique quelle valeur on devrait mettre. Donc là, dans la documentation de Microsoft, on va vous dire en fonction des types de trafic réseau que vous allez faire, on vous recommande tel paramétrage. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, on a la partie qui est liée à la communication intra-cluster. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'activer PFC? Oui ou non. Le niveau de priorité, donc là c'est le COS en fait dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite les valeurs qui sont derrière, par exemple ici, si on est sur une carte de 10 gigabits ou sur une petite carte RDMA, on peut mettre à 2% la bande passante réservée pour ce trafic-là. On a la même chose ici pour la partie purement RDMA, donc là on voit ici que la bande passante réservée c'est au moins 50%, effectivement c'est ce qui est utilisé ici pour la partie SMB Direct. Et puis pour la partie, donc tout ce qui n'est pas en fait du trafic lié au cluster ou à RDMA, et bien là du coup on a une priorité plus ou moins classique par défaut, il n'y a pas besoin de faire la configuration. Voilà. Donc ça ce sont les explications qui sont données, et quand on va activer DCB, en fait on aura des valeurs par défaut. Et ces valeurs par défaut, effectivement, sont documentées. Ici, on vous dit, les valeurs par défaut sur DCB, ce sera au niveau du cluster une priorité de 7, plus les informations que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc ça, ce sont vraiment les valeurs que vous allez avoir. Vous pouvez bien entendu les changer en fonction de votre configuration, mais de base, normalement, on ne devrait pas s'occuper trop de ça. Au passage, on va voir une deuxième techno derrière qui va nous permettre de réécrire par-dessus ces paramètres par défaut, et on va le voir juste après. Donc, DCB, quand vous avez un cluster, c'est important effectivement de l'installer quand il y a du RDMA en ROCE. Et puis il y a un outil qui est bon à connaître, qui s'appelle le Validate DCB Tool. Donc c'est un outil qu'on installe simplement via PowerShell. Voilà. Et donc cet outil va nous permettre en gros de vérifier la configuration de DCB. Et donc c'est basiquement un petit outil graphique qui va au départ qui va vous vérifier les différents nœuds de votre cluster. Donc on entre l'ensemble des nœuds du cluster dans la première phase de l'interface. Ensuite, on va pouvoir voir les différents switches virtuels et les cartes réseau sur les hosts, avec les VLAN qui sont associés derrière. Et on va pouvoir effectivement ici dire si on est en RDMA, valider la taille des jumbo frames. C'est important que tout le monde ait la même taille. Et ensuite, la dernière partie du DCB, effectivement, là, vous avez le retour, là encore l'information sur la gestion des différentes classes, avec derrière les bandes passantes réservées, les 50-49, et les priorités derrière pour la partie PFC. Une fois qu'on a fait ces trois éléments de paramétrage, eh bien, on peut avoir accès aux résultats. Et donc, il va y avoir un ensemble de tests qui vont être faits, et il y aura des tests qui seront à l'échelle globale. Donc, vérifier effectivement qu'à l'échelle globale du cluster, tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'échecs en termes de configuration ou de nœuds qui ne seraient pas configurés de la même manière que les autres.
Et puis on a également les modal units, qui eux sont des tests qui sont faits à l'échelle de chacun des nœuds, et qui vont dire s'il y a un problème de paramétrage sur un nœud particulier. Voilà. Donc cet outil-là, il est fortement recommandé de l'utiliser pour vérifier effectivement que son cluster se passe bien. Dernier élément à connaître dans Azure Stack HCI partie networking, c'est la notion de réseau ATC. Alors c'est assez marrant, mais c'est probablement un des rares acronymes que je n'ai pas vu bien documenté chez Microsoft pour la partie ATC. Globalement, on pourrait le traduire, je pense que l'explication c'est Advanced Technology for Communication, mais la plupart du temps, effectivement, il n'y a pas écrit la définition de l'acronyme, c'est assez marrant. Alors à quoi ça sert le network ATC? L'idée, en fait, c'est de simplifier la configuration un petit peu, ou de réduire la complexité de la configuration d'un cluster où il y aurait plein de nœuds et plein de cartes réseau. Donc, en gros, l'idée quand même principale est de réduire le temps de déploiement, de limiter les erreurs, d'appliquer également les dernières configurations validées par Microsoft et les bonnes pratiques proposées par Microsoft, et puis également de s'assurer de la cohérence de l'ensemble des nœuds qui constituent un cluster, et d'éliminer également le phénomène qu'on appelle la dérive de configuration, le drift, parce que effectivement quelqu'un est venu rajouter un nouveau nœud, a fait un petit peu de changement, ou a installé un correctif qui a fait un changement, et puis tout d'un coup on commence à avoir un désalignement des nœuds les uns par rapport aux autres, et quand le drift commence à devenir trop important, c'est là où c'est généralement source d'erreurs et de problèmes. Donc l'idée de Network ATC, vraiment, c'est de rendre cohérent l'ensemble, d'appliquer les bonnes pratiques et de vous aider en gros à bien configurer la partie réseau, parce qu'on voit qu'elle est quand même assez riche. Donc il faut connaître un peu les définitions. Donc on a la notion d'intention, d'intent, et donc on a des types d'intention qu'on va voir après. Donc l'intention, c'est quoi? C'est en gros définir pourquoi va être utilisé un adaptateur physique, réseau, sur le système. Donc on l'a vu tout à l'heure, on a différents types de trafic. On a le trafic lié au cluster, le trafic lié au stockage, le trafic lié au VM, le trafic d'administration. Là encore, l'idée c'est de se dire, cette carte réseau de tel modèle qui est sur chacun des nœuds de mon cluster sera utilisée pour tel usage, telle intention. Et donc on a dans Network ATC, trois types d'intentions qui ont été modélisées. La partie management, donc le management c'est vraiment nécessaire pour accéder en fait au nœud de l'Azure Stack HCI. On a l'intention compute qui est lui vraiment pour des cartes réseau qui vont être utilisées pour gérer le trafic à destination des machines virtuelles et trafic du coup qui va sortir sur le réseau physique du data center en passant par les Tor switch et ensuite aller sur le spine. Et puis le troisième type de trafic, c'est effectivement le stockage. Donc le trafic SMB, qui inclut bien entendu le storage space direct, mais pas que, parce qu'effectivement on a vu tout à l'heure que c'est également utilisé pour faire le live migration notamment. Donc ça, ce sont les trois types d'intentions, les intents qui existent dans Network ATC. Et donc Network ATC va vous permettre de dire, de paramétrer et de vérifier que l'ensemble des cartes, je ne sais pas moi, de type Intel intégré de chacun de vos serveurs sera utilisé pour la partie management, que les cartes RDMA seront utilisées pour du stockage, et puis éventuellement que certaines autres cartes RDMA ou certains ports soient utilisées pour la partie compute. Donc les prérequis pour utiliser le Network ATC sont déjà d'avoir une version, alors, entre guillemets, à jour d'Azure Stack HCI. Je rappelle qu'Azure Stack HCI est en mode evergreen, donc tant qu'on le paye, on peut avoir accès à la dernière version, et que globalement, on a une montée de version par an, à peu près. Donc si vous êtes en 21 H2, donc deuxième semestre de l'année 2021, ou une version ultérieure, vous pouvez utiliser du coup Network ATC dans Azure Stack HCI. Et donc il va falloir en prérequis également configurer les switches sur le réseau physique avant de configurer ATC. Donc vous allez préparer sur vos switches vos différents VLAN, configurer les MTU et activer au préalable effectivement la partie DCB. Donc Network ATC vient après DCB, donc ça c'est important à le retenir, et c'est important de bien tout préparer à l'avance au niveau réseau. Ensuite, avec du Network ATC, il va falloir avoir également des cartes réseau. Donc dans un même réseau Network ATC, toutes les cartes doivent être symétriques, donc être les mêmes
Donc même fabricant, même modèle, même vitesse, même configuration. Ça c'est super important. Si vous voulez vérifier ça, il y a une commande PowerShell qui permet de faire ça, qui s'appelle get net adaptateur advanced properties. Et donc ce paramètre-là, cette commande-là de PowerShell, pour être précise, vous permettra effectivement de vérifier que sur de nœuds, vos configurations sont bien les mêmes en termes de paramétrage au niveau de la carte réseau. Et ensuite, NetworkATC va se piloter par du PowerShell. Ce n'est pas des choses qu'on va voir vraiment dans les consoles d'administration, parce que c'est très très spécifique et on est un peu plus en mode un peu plus avancé. Mais globalement, vous allez pouvoir créer et soumettre des intentions sur une carte réseau, ou modifier une intention, ou récupérer la liste des intentions qui sont disponibles. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, dans la documentation, vous avez pas mal d'exemples d'intentions ou d'usages. Donc dire par exemple, je veux quelque chose de complètement hyper convergé, et dans ce cas-là, effectivement, l'ensemble de mes PNIC, donc les PNIC, je rappelle, les cartes, les Physical Network Interface Cards, donc les cartes physiques qu'on aura sur les serveurs, et bien de les raccorder effectivement en team sur un set, et derrière en fait de raccorder l'ensemble des réseaux de type SMB ou management directement dessus. Donc après, il y a plein d'options différentes derrière. Il n'y a pas de bonne et mauvaise option, mais retenez que globalement, quand vous allez paramétrer, utiliser NetworkATC pour être sûr que toutes les cartes soient paramétrées de la même façon, eh bien, vous allez simplement effectivement faire comme ça en disant je rajoute ici une nouvelle intention pour la partie management sur ce cluster pour ces cartes réseau-là. Et puis vous faites la même chose pour l'ensemble de vos cartes derrière. Donc là, l'idée, c'est comme ça d'être sûr que toutes les cartes vont être configurées de la même manière. Donc vous voyez qu'ici, on a une approche qui est différente, où effectivement le storage et le compute sont convergés ensemble, et la partie management est séparée. Alors là, ça peut s'expliquer, par exemple ici, si on a des cartes, on utilise des cartes, je sais pas, physiques Intel intégrées à la carte mère, et que pour la partie compute et storage, eh bien on a des cartes RDMA, je sais pas, des Mellanox par exemple, avec 2 ou 4 ports, et on se dit ok, je vais utiliser tout ça à la fois pour le guest RDMA et pour le stockage derrière. Mais comme c'est des cartes qui sont réellement différentes, et si RDMA peut-être en 25 gigabits par rapport à des cartes intégrées ici qui seraient peut-être en giga ou en 10 giga en Intel, eh bien il faut bien les séparer, parce qu'on a vu, il faut avoir des modèles identiques. Voilà. Eh bien, il nous reste une dernière chose qui est la partie storage traffic. Donc storage traffic, vous l'aurez compris, c'est du SMB, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors le SMB, le SMB multi-channel est quelque chose d'assez intéressant. Il permet en fait de multiplexer les flux réseau, donc de les dispatcher en fait via plusieurs chemins, donc plusieurs ports. Donc ça c'est super intéressant, ça va vous apporter le SMB multichannel, en gros potentiellement plus de bandes passantes parce qu'on va avoir plusieurs cartes qui vont travailler derrière. Ça va apporter également de la redondance et de la sécurité. Donc on ne fait pas du teaming en général sur ce genre de choses, on fait tout du SMB. Et donc le SMB multichannel, c'est pas réellement nouveau, parce que c'est arrivé en Windows Server 2012. C'est arrivé donc côté serveur en 2012 et côté client, donc du coup en Windows 2008, voilà. Et donc ce que ça apporte principalement, effectivement, c'est d'améliorer la bande passante, d'assurer de la tolérance de panne, et on a une configuration automatique, c'est-à-dire qu'automatiquement, à partir du moment où on active le SMB multi-channel sur un serveur, ce qui est par défaut activé dans Azure Stack HCI, eh bien le système se débrouille tout seul, il va chercher dynamiquement les différents chemins réseau et monter plusieurs connexions SMB en simultané. Et donc c'est plutôt assez intéressant pour toutes ces raisons-là. Donc du coup, c'est activé de base dans Azure Stack HCI. Et il y a une petite recommandation qui est intéressante à connaître quand on va faire le design en fait de sa solution Azure Stack HCI, c'est d'utiliser plusieurs sous-réseaux au sens IP, séparés par interface, et plusieurs VLAN pour séparer le stockage, le trafic de stockage. Alors on a un bon résumé ici en fait en schéma où on a, en gros, il faut imaginer qu'ici on a des ports séparés en termes ou des cartes réseau séparées sur chacun des nœuds du cluster. Donc là on a un cluster avec 4 nœuds, 1, 2, 3 et 4. On a les top of the rack switch, on en a 2 ici. Et là ce qui est important ici effectivement c'est d'avoir des VLAN au sens niveau 2 séparés,
et également des subnets séparés. Vous voyez qu'ici on est sur le subnet numéro 1, 192.168.1 quelque chose, et ici on est sur le 192.168.2 quelque chose, et ici on est sur le VLAN numéro 2. Alors pourquoi faire ça? Pour des raisons de performance également. C'est-à-dire que ici, si on avait un problème sur les communications entre les deux Tor switch, potentiellement pour avoir des problèmes si tout le monde était sur le même VLAN ou sur le même subnet. Là, pour le coup, on a rendu vraiment indépendant les communications et on est sûr d'optimiser les flux, de ne pas se dire que cette carte-là va aller parler avec celle-ci. Là, pour le coup, les flux SMB multiplexing vont aller chercher dans le même segment pour des raisons de performance évidentes. Et donc ça, c'est la bonne recommandation en termes de configuration. Donc segmenter, faire des VLAN séparés par carte pour le SMB multiplexing et avoir également des VLAN séparés. Eh bien, on vient de terminer ce petit tour de la partie réseau d'Azure Stack HCI. Vous voyez qu'il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. Ça nous change un petit peu de la partie networking software dans Azure, mais il y a vraiment pas mal de petites choses à faire derrière. La carte sera disponible dans les commentaires de cette vidéo. Bonne journée et à bientôt.